qu'elle devient toute bleue et cherche désespérément son souffle. Notre instinct absolu, le tout premier réflexe, c'est de lui administrer de l'oxygène pur à 100%. C'est logique, oui. Bah oui, quelqu'un manque d'air, on lui en donne. C'est le bon sens élémentaire. Et pourtant, des données cliniques démontrent que ce réflexe précis pourrait être l'acte qui déclenche une réaction en chaîne purement et simplement mortelle. Ah oui, c'est radical. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'appuie sur un manuel clinique de pointe, la maîtrise des supports ventilatoires. Un ouvrage de référence d'ailleurs. Absolument. Et notre mission, c'est de décoder comment l'application d'air sous pression, ça ne fait pas que gonfler les poumons, ça modifie radicalement le cœur, la circulation sanguine, tout le corps en fait. Je suis prêt pour cette analyse. Et vous? Je suis prête et c'est un point de départ vraiment essentiel. On va devoir abandonner pas mal d'idées reçues aujourd'hui. D'accord, décortiquons ça. Pourquoi donner de l'oxygène à quelqu'un qui en manque? Le mettrait-il en danger? Ça semble fou. Pour comprendre, il faut regarder ce que fait le corps à l'échelle microscopique face à la maladie. Prenons le fameux paradoxe de l'oxygène chez les patients qui ont une BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Oui. Chez ces patients, certaines zones de leurs poumons, les alvéoles, sont détruites. Donc le corps, pour ne pas gaspiller d'énergie, déclenche un truc fascinant, la vasoconstriction hypoxique. La vasoconstriction hypoxique. C'est-à-dire... En gros, il resserre les vaisseaux sanguins autour des zones malades pour forcer le sang à aller vers les zones saines, là où l'échange de gaz fonctionne encore. Ah, je vois. C'est un peu comme si le corps fermait les voies d'une autoroute en travaux pour obliger les voitures à prendre une déviation plus fluide, quoi. C'est exactement ça. Une adaptation très intelligente. Mais imaginons l'arrivée aux urgences. On pose un masque avec un débit énorme d'oxygène sur le visage de ce patient. Pour l'aider, évidemment. Voilà. Sauf que cet afflux massif va tromper le corps. L'organisme se dit « Super, il y a plein d'oxygène, le problème est réglé ». Du coup, il lève cette vasoconstriction. Oula, donc les vaisseaux sanguins des zones détruites s'ouvrent à nouveau. C'est ça, le sang s'y engouffre de nouveau. Attendez, mais si le sang retourne dans une zone où le poumon est toujours détruit, l'échange de gaz ne va pas se faire correctement de toute façon, non? Vous avez mis le doigt dessus. C'est ce qu'on appelle une majoration des inégalités du rapport ventilation-perfusion. Le sang traverse ces zones, mais il ne peut pas se débarrasser de son dioxyde de carbone. Ah, donc le piège se referme. Exactement. Le CO2, la PaCO2 en fait, va s'accumuler massivement dans le sang. C'est l'hypercapnie. Ce qui tue le patient, ce n'est donc pas le manque d'oxygène initial. Non, pas du tout. C'est l'accumulation de ses propres toxines parce qu'on a détruit sa déviation de survie avec notre masque. C'est tout à fait ça. Les données sont formelles là-dessus. En urgence, une hypoxémie, donc un léger manque d'oxygène, est paradoxalement moins dangereuse qu'une hyperoxie. Une hyperoxie, c'est le surplus artificiel d'oxygène. Oui. En voulant trop bien faire, on paralyse sa capacité à expirer le CO2. C'est une illustration tellement parfaite de la complexité de notre physiologie. Et ça m'amène à un autre point. Souvent, on voit la cage thoracique comme un simple ballon à gonfler avec la machine. C'est une erreur classique. Parce que c'est aussi le carrefour central du sang. Appliquer une pression positive là-dedans, c'est littéralement créer un embouteillage volontaire sur cette autoroute vasculaire, non? C'est ce qu'on appelle la balance hémodynamique. Et l'impact est immédiat. Comment ça? Quand on pousse de l'air sous pression, on écrase physiquement les gros vaisseaux du thorax, surtout la veine cave. C'est le qui ramène le sang au cœur. Voilà. Donc le cœur droit doit forcer beaucoup plus pour envoyer le sang au poumon. Sa poste-charge augmente. Et par effet domino. Le cœur gauche reçoit moins de sang. Sa précharge s'effondre. On modifie les débits cardiaques juste avec de l'air. Mais présenté comme ça a l'air terrible. Réduire le sang qui arrive au cœur gauche. Pourtant, il y a un cas où c'est un sauvetage inespéré, non? L'OAP cardiogénique, le démégu du poumon. C'est ça. C'est l'exception qui confirme la règle. Parce que dans l'OAP, le cœur gauche est déjà défaillant, il n'arrive plus à pomper et le sang refoule. Ça noie les poumons de l'intérieur. Exactement. Et là, notre fameux embouteillage d'air devient utile. Il agit comme un garrot interne naturel. Absolument. En freinant le sang qui arrive, on soulage instantanément le cœur gauche, la pression baisse dans les poumons et le liquide qui noyait les alvéoles est repoussé. C'est fou, l'air devient un médicament pour le cœur. C'est tout à fait ça. Bon, puisqu'on parle de jouer avec les pressions, il faut qu'on aborde la résistance. Que se passe-t-il quand les poumons du patient résistent à la machine? Je pense au fameux piège de la PEP intrinsèque. Ah, la PEPI, c'est un vrai casse-tête. Pour imager ça, c'est comme essayer de pousser une porte battante pour entrer, alors qu'un vent invisible la maintient fermée de l'intérieur. L'image de la porte battante est parfaite. Chez un patient BPCO, les branches ont perdu leur élasticité, elles se collabent, elles se ferment trop tôt à l'expiration. Donc l'air reste coincé dedans. Oui, la vidange est incomplète. Ça crée un mur de pression résiduelle, la PEP intrinsèque. Et le problème, c'est pour déclencher la machine, c'est ça, le trigger. Exactement. Pour que la machine envoie de l'air, le patient doit inspirer un peu pour créer une dépression. Mais avec ce mur de pression en face, il s'épuise. Attendez, je veux être sûr de bien comprendre. Le patient a déjà trop de pression et d'air piégé à l'intérieur, et la solution qu'on propose, c'est d'ajouter encore plus de pression depuis l'extérieur avec la machine PEP. Je sais, ça paraît contre-intuitif. C'est comme éteindre un incendie avec de l'essence? C'est logique de penser ça, mais d'un point de vue physique, c'est la seule issue. Ah bon? Oui. En appliquant une pression expiratoire positive externe, une PEP, avec la machine, on équilibre les forces. Donc on contrebalance la PEP interne. Voilà. Pour reprendre votre porte battante, en poussant légèrement de l'extérieur, on annule le vent de l'intérieur. La porte flotte au milieu. Le patient n'a plus à forcer pour déclencher la machine. Ah, c'est brillant. La pression externe annule la résistance. Mais comment une machine peut-elle détecter un si petit effort à travers un masque avec tous ces conflits de pression? C'est là que la technologie intervient. Les vieux systèmes pneumatiques étaient lents, mais aujourd'hui on utilise des turbines électriques. C'est ça qui change la donne. Totalement. Une turbine n'a aucune perte de charge, elle monte en pression instantanément et surtout, elle compense les fuites d'air autour du masque en temps réel. Son trigger est d'une sensibilité redoutable. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Avoir la meilleure turbine du monde, ça ne sert à rien si on l'applique de force sur un humain en pleine panique. C'est sûr, l'humain reste au centre. Le succès se joue dans les premières minutes, non? Il faut un patient coopératif. D'ailleurs, il y a des contre-indications absolues. Des garde-fous très stricts, oui. On ne met jamais de VNI sur un arrêt cardiaque, un état de choc sévère ou un pneumothorax non drainé. Ça risquerait de compresser les organes, j'imagine. Et s'il vomit? C'est proscrit aussi. Mais le critère majeur, c'est l'état neurologique. Le score de Glasgow. Exactement. Un coma avec un Glasgow inférieur à 11, c'est voué à l'échec. Si le cerveau ne commande plus la respiration, la machine ne pourra jamais se synchroniser. D'accord. Mais si le patient est conscient, on doit choisir comment on va l'aider, les modes de frappe de la machine. On a deux grandes stratégies.
La CPAP d'abord. La pression positive continue? C'est ça, une pression constante, sans aide supplémentaire à l'inspiration. Le but est d'ouvrir les alvéoles pour oxygéner. C'est l'arme numéro 1 pour repousser l'œdage de l'OAP. Mais pour le BPCO qui s'étouffe avec son CO2, ça ne suffit pas si... Non, là on passe en VSAI plus PEP. La ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Voilà, à chaque effort du patient, la machine envoie un gros volume d'air supplémentaire pour brasser l'air et chasser le CO2. Et comment la machine sait quand s'arrêter d'insuffler? Elle a un trigger expiratoire. Dès que le débit d'air aspiré tombe à 25% de sa force max, la machine coupe l'insufflation nette. Le patient peut expirer naturellement. C'est hyper pointu, mais l'installation doit être délicate. Le manuel dit de mettre le patient demi-assise, de tenir le masque manuellement pour rassurer. Oui, on ne le sangle surtout pas tout de suite. C'est psychologique en fait. Le patient doit sentir qu'il pilote la machine, pas qu'elle l'agresse. C'est primordial. Et au fait, il y a un piège matériel pendant l'installation. Lequel? Le filtre ECU, l'échangeur de chaleur et d'humidité. Ah oui, le petit filtre antibactérien. On le met souvent par réflexe, mais en VNI sévère, il augmente l'espace mort instrumental. L'espace mort, c'est l'air qui ne participe pas aux échanges gazeux. Exactement, ça majeure le travail respiratoire. Parfois, dans les premières heures critiques, il vaut mieux le retirer pour soulager le patient. Bon à savoir. Alors, le masque est fixé, le patient est synchronisé. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, comment on sait si on gagne ou si on a atteint le point de non-retour? On a 3 cibles strictes. D'abord, le volume courant expiré, le VTE. Il doit être entre 6 et 8 ml par kilo. Mais attention, calculé sur le poids idéal théorique, pas le poids réel. Très important, oui. Bah oui, parce que les poumons ne grandissent pas quand on prend du poids. Si on ventile un patient obèse sur son vrai poids, on lui déchire les poumons. Précisément. Ensuite, la fréquence respiratoire doit rester sous 25 par minute. Et la pression d'insufflation totale ne doit jamais dépasser 20 cm d'eau. Pourquoi cette limite de 20? Au-delà, l'air va forcer le sphincter de l'œsophage et gonfler l'estomac. Ah, et s'il vomit dans le masque sous pression? C'est l'inhalation massive, une catastrophe. Et pour l'oxygène à cible? Les cibles de SPO2 varient, je suppose. Totalement. Pour un OAP, on vise haut, plus de 95%, mais pour le BPCO, rappelez-vous du paradoxe, on vise bas, entre 88 et 92% pour ne pas déprimer sa respiration. Ah, et le fameux point de rupture, c'est quand? L'évaluation à 1 heure. 1 heure max? Oui, si le patient somnole, si sa tension chute ou si sa fréquence respiratoire reste à plus de 30, il faut déclarer l'échec. S'acharner tue. C'est rude, mais vital. Mettons tout ça en pratique avec des cas cliniques pour voir comment ça prend vie. Allons-y. Premier cas, un OAP hypercapnique. Un patient de 82 ans, son cœur lâche, ses poumons se noient et il accumule du CO2 à 55. Mon instinct me dirait VI, mode d'aide inspiratoire pour chasser le CO2. Et pourtant non. La CPAP simple reste souveraine ici. Vraiment, sans l'aide pour expulser le gaz. Oui, la CPAP va repousser le liquide, augmenter la capacité résiduelle fonctionnelle du poumon. Elle répare l'architecture, en gros. C'est ça. Du coup, l'épuisement massif s'arrête et la PSCO2 va chuter toute seule dès que le patient respirera mieux. L'adaptabilité, c'est la clé. Deuxième cas, un patient DPCO. La machine donne un volume insuffisant de 300 ml alors qu'il lui en faudrait 500. Et sa saturation est montée à 94%. 94% c'est trop haut pour lui, c'est dangereux. Alors on fait quoi là, en temps réel? C'est un ajustement dynamique. On augmente l'aide inspiratoire par petits paliers pour atteindre le bon volume. Mais en même temps, on baisse agressivement la fraction d'oxygène, la FiO2, pour redescendre la saturation sous les 92. Un vrai travail d'équilibriste. Et pour le dernier cas, on sort de l'hôpital. Le SMUR intervient sur une noyade hypoxique au bord de l'eau. Là, on sort le matériel ultra léger, la valve de Boussignac. Ça marche comme en fou. On la branche sur une bouteille d'oxygène à 30 litres par minute, ça génère une pression continue par effet cinétique. Génial. Mais il y a un piège, j'imagine. L'agitation humaine, un cerveau qui manque d'oxygène panique. Si le patient se calme avec la pression, bingo. Mais s'il continue de se débattre et arrache tout, c'est une contre-indication formelle. L'échec est acté. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie quand ça échoue totalement? C'est quoi la solution de dernier recours? C'est le sauvetage invasif, l'intubation trachéale immédiate. On plonge le patient dans le coma et la machine prend le contrôle en mode volume assisté contrôlé, le mode VAC. C'est ça. On règle le volume à 7 ou 8 ml par kilo et une fréquence autour de 15 cycles. J'ai noté un truc impressionnant dans les protocoles pour ce mode. Le début de la machine est énorme, souvent réglé à 60 litres par minute, jamais sous 35. Pourquoi un débit aussi violent alors que le patient est complètement endormi? Ah, la machine doit satisfaire cette fin fantôme. Exactement. Si on poussait l'air trop lentement, le corps se sentirait encore étouffé, même dans le coma. Ça créerait un stress physiologique terrible. Mais pousser de l'air aussi fort, ça demande des sécurités en béton. On veut éviter de faire exploser les poumons, le fameux barotraumatisme. Absolument. C'est pour ça qu'on règle des limites absolues. Une pression maximale à 50 cm d'eau et une pression de plateau maintenue sous 30. La machine coupe tout si ça dépasse. La mécanique prend le relais d'une biologie défaillante. Quel voyage intellectuel vertigineux quand on y repense. C'est le mot, oui. On a commencé par déconstruire l'idée que l'oxygène à volonté est bon pour tout le monde, pour réaliser la toxicité de l'hyperoxie chez les BPCO. Oui, on a vu comment la pression d'air comprime le système sanguin pour sauver un cœur en défaillance. On a découvert cette idée brillante d'utiliser la pression externe pour déverrouiller une résistance interne, avec les turbines modernes. Et surtout, on a souligné l'humilité de la médecine. Le filtre HS a surveillé l'horloge d'une heure avant d'accepter l'échec. C'est la médecine de l'urgence résumée, de la physique mécanique brute confrontée à l'incroyable fragilité du corps. Et ça me laisse une dernière pensée assez troublante en suspens. Le matériel montre que notre organisme est un système de vases communicants d'une précision inouïe. C'est certain. Si le simple fait de faire appel au bon sens, donner 100% d'oxygène à quelqu'un qui étouffe, peut déclencher une réaction en chaîne mortelle juste parce que le corps s'était intelligemment adapté au manque d'air. Oui, c'est ce qu'on a vu. Eh bien, dans quelle mesure d'autres interventions médicales dites évidentes, comme faire baisser artificiellement une fièvre tenace ou immobiliser complètement une articulation blessée, dans quelle mesure ces actes pourraient-ils secrètement démanteler des valves de sécurité physiologique qu'on commence tout juste à comprendre? C'est une excellente question. C'est une réflexion qui nous invite vraiment à reconsidérer la sagesse innée de la maladie elle-même. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse pointue et continuez à vous poser les bonnes questions.